On passe maintenant au focus du jour, focus sur la présidentielle en Turquie. Elle aura lieu ce dimanche, première élection d'un chef d'État au suffrage direct en Turquie. Première fois aussi que les Turcs de l'étranger ont été appelés à voter, ce qu'ils ont fait la semaine dernière, notamment en Allemagne, où vit la plus importante communauté de Turcs expatriés. Et là-bas, le scrutin a déchaîné les passions entre partisans et opposants de Recep Tayyip Erdogan. L'actuel Premier ministre est le favori des sondages, malgré les accusations de dérive autoritaire de son gouvernement. C'est un reportage d'Anne Maillet, Adeline Percept et Kylian Davy-Bojar. Dans le quartier de Neukölln, cette année, les fêtes de fin de Ramadan ont eu un petit air de campagne électorale. Pour la première fois de leur histoire, les Turcs de l'étranger participent à l'élection présidentielle. Et dans ce quartier de Berlin où vit une majorité d'immigrés, on ne parle que de ça. Ah, c'est super, vraiment super. Et il était vraiment temps qu'on puisse voter. Ça fait plus de 40 ans que je vis ici, et là, c'est la première fois. À quelques milliers de kilomètres d'Istanbul, dans la capitale allemande, c'est l'actuel Premier ministre Recep Tayyip Erdogan qui fait l'unanimité parmi les associations religieuses et conservatrices. Pour moi, Erdogan est une personne complètement à part. Il est indescriptible. Il a vraiment une place toute particulière dans mon cœur. Il est comme un trésor vivant pour la Turquie. Pendant ses 11 ans à la tête du gouvernement turc, il a fait bouger beaucoup de choses. Il a développé l'économie. Et puis il a fait une autre chose qui est très importante, c'est qu'il a redonné confiance aux gens. Aujourd'hui, les Turcs n'ont plus rien à envier aux Européens. 1 400 000 Turcs vivant en Allemagne sont appelés à participer à cette élection. Erdogan a fait le déplacement à 2 reprises cette année pour mobiliser ce vivier considéré comme majoritairement conservateur. Mais depuis le stade olympique transformé en un gigantesque bureau de vote, les représentants de l'État turc se défendent d'avoir ciblé uniquement des électeurs acquis à sa cause. Comme toutes les autres communautés émigrées, la communauté turque d'Allemagne est avant tout organisée au travers d'associations religieuses. Mais nous avons utilisé d'autres canaux pour attirer l'attention sur ce vote, les réseaux sociaux, Internet, les associations laïques. Et pourtant, ici, toute l'organisation du scrutin fait polémique. La presse est priée de quitter les lieux après une visite guidée d'une demi-heure. La tension monte, un journaliste très en colère invoque la législation turque pour condamner l'interdiction de filmer pendant le vote. Aux portes du stade, des citoyens turcs s'inquiètent eux pour leur bulletin. Je ne sais franchement pas si notre bulletin sera comptabilisé correctement. Je vous l'avoue franchement, j'ai des doutes. Les dernières élections turques n'étaient pas démocratiques. Elles n'en avaient que l'apparence et on s'est aperçu après que les bulletins de vote favorables à Erdogan étaient déjà prêts avant le scrutin. Ces militants laïcs soutiennent depuis Berlin le mouvement protestataire turc. Les plus jeunes sont nés en Allemagne et s'insurgent. Pour eux, la dérive autoritaire et religieuse d'Erdogan pèse de plus en plus sur la communauté ici. La population turque en Allemagne est très influencée par ce qui se passe en Turquie, notamment au travers des médias, et on sent bien qu'il y a un retour en arrière ici aussi. Après cette élection présidentielle, la confrontation et le bras de fer idéologique en Turquie seront forcément encore plus marqués qu'auparavant. Et il y a fort à parier que cette division sera également transposée en Allemagne. Grand favori de cette élection présidentielle, l'actuel Premier ministre peut néanmoins compter sur le soutien de la majorité des Turcs qui vivent en Allemagne. Selon les sondages, 60% d'entre eux sont partisans de celui que l'on surnomme le sultan Erdogan. Karina Chabour m'a rejoint pour la chronique du jour. Bonjour Karina. Bonjour Audrey. Chronique consacrée à l'Argentine. L'Argentine qui porte plainte contre les États-Unis devant la Cour internationale de justice à l'attaque des fonds spéculatifs américains qui ont refusé de participer à la restructuration de sa dette. C'est pas facile à dire. Un refus qui risque de mettre à nouveau l'Argentine en faillite. C'est un dossier très complexe que vous nous expliquez, Karina. Alors Buenos Aires refuse de payer ces fonds qu'elle qualifie de vautours. Elle accuse Washington de violer sa souveraineté. Alors comment en est-on arrivé là ?
Écoutez, c'est en fait le résultat d'un feuilleton juridique très complexe, très long, qui dure depuis 2001. À l'époque, le pays avait fait faillite. Et pour s'en sortir, il avait proposé un accord à ses créanciers pour rembourser moins que l'intégralité de sa dette, seulement 30%. Or, la grande majorité de ses créanciers, 93%, ont accepté cet accord. Seulement 7% l'ont refusé, car ils souhaitaient être remboursés l'intégralité de leur dû. Et parmi ces 7%, il y a deux fonds spéculatifs, Aurelius et MNL, qui ont attaqué Buenos Aires devant les tribunaux américains pour l'obliger à rembourser l'intégralité de la somme. Et un juge new-yorkais, la semaine dernière, leur a donné raison. Et même, il a bloqué les sommes, quelques 500 millions de dollars versés par Buenos Aires à ses créanciers, ceux qui avaient accepté la restructuration, et ce qui a d'ailleurs conduit le pays en défaut sélectif. Et c'est ce que conteste aujourd'hui Buenos Aires, puisqu'il considère qu'un tribunal étranger ne peut pas interdire un pays de régler sa dette. Alors, cette procédure argentine, est-ce qu'elle a des chances d'aboutir ? Non, clairement. D'ailleurs, la Cour internationale de La Haye a déjà fait savoir qu'elle ne donnerait sûrement pas suite à cette affaire, puisque les États-Unis ne reconnaissent pas cette juridiction. En réalité, pour Buenos Aires, il s'agissait surtout de faire pression sur Washington pour qu'elle propose d'autres pistes alternatives. Vous savez qu'une audition ce soir a lieu dans ce tribunal de Manhattan, mais pas sûr que ce genre de pression ait des effets sur Washington, que l'on sait très soucieux de l'indépendance de sa justice. Pourquoi l'Argentine, qui a les moyens, refuse de payer ses fonds vautours ? Alors effectivement, ces fonds représentent 1% des créanciers. La dette est de l'ordre d'un peu plus d'1 milliard de dollars, 1,3 milliard. Le problème, c'est que si Buenos Aires rembourse à 100% ces deux fonds, les 7% récalcitrants pourraient demander la même chose. Pire, les 93% de créanciers qui ont accepté la restructuration pourraient s'engouffrer dans la brèche. Et là, ce ne sont plus 1,3 milliard de dollars qui seraient à payer, mais 120 milliards de dollars. Et là, vous comprenez bien que Buenos Aires n'aurait pas les moyens de régler la facture. Est-ce qu'un accord est possible et justement, que risque l'Argentine ? Écoutez, en tout cas, il y a beaucoup en ce moment de mouvements pour tenter de trouver un accord. Tout le monde aurait intérêt à trouver un accord. On sait que les banques argentines ont proposé de racheter les titres à ces fonds vautours, charge ensuite à Buenos Aires de les rembourser. Tout cela est en cours. Et effectivement, si la situation n'est pas aussi dramatique qu'en 2001, vous savez que l'Argentine est retombée en récession cette année. Elle devrait être de l'ordre d'environ 2% cette année. Et puis les prix flambent. Tous les jours, les prix augmentent. L'inflation serait de l'ordre de 30%, ce qui est considérable. Enfin, le pays ne peut plus compter sur ses réserves de change. Elles se sont réduites à peau de chagrin, moins de 30 milliards de dollars. Et c'est bien véritablement les Argentins qui risquent de payer la facture au final. Des Argentins qui sont très remontés. Il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers temps. Des Argentins qui sont à la fois remontés contre les fonds vautours et pour certains d'entre eux contre Cristina Kirchner, contre le gouvernement argentin, qu'ils accusent de n'avoir peut-être pas fait suffisamment, de ne pas avoir pris suffisamment de réformes, de mesures pour renforcer l'économie du pays. Merci beaucoup, Karina Chabour, pour toutes ces explications. Dans un peu plus de 5 minutes, vous retrouvez un nouveau journal sur France 24. On reparlera de cette guerre qui reprend au Proche-Orient. À l'expiration de la trêve de 3 jours ce matin, les bombardements et tirs de roquettes ont repris. Les négociations au Caire ont donc échoué. Le gouvernement israélien précise qu'il ne négociera pas sous les roquettes. Les bombardements israéliens ont déjà fait un mort, un petit garçon palestinien ce matin.